Voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut retenir de sa vie et de son œuvre, tu vois. Non, mais clairement, c'est super intéressant. Merci, Marie. Mais moi, ce que je me dis, c'est que tu regardes certains artistes, on dirait vraiment qu'ils sont prédestinés. Ah, prédestiné, peut-être pas, mais en tout cas, je serais curieux de voir leur thème de naissance. Ouais. Et si on en faisait des vidéos? Allez, chiche. Joséphine Baker, née Freda Joséphine MacDonald le 3 juin 1906 à Saint-Louis, Missouri. Paradoxalement, pendant longtemps, si on me demandait qui était Joséphine Baker, je répondais qu'elle était une combattante de la France libre et une utopiste du vivre ensemble. Mais apparemment, il est plus courant de la connaître comme artiste de music hall, à la fois danseuse, chanteuse, meneuse de revue et également actrice dans quelques films. Elle commence à travailler à 11 ans dans un contexte de racisme et de violence qu'on peine à imaginer aujourd'hui, Dieu merci. Elle est employée de maison dans des conditions qui sont vraiment celles de l'esclavage ou presque, où elle subit des maltraitances aggravées et des violences absolument inimaginables. Elle se marie une première fois à 13 ans pour échapper quelque temps à ce contexte, mais divorce un an plus tard quand elle est embauchée par une compagnie d'artistes de rue, où elle devient danseuse professionnelle pour la première fois. Elle épouse à 15 ans William Baker, dont elle gardera le patronyme. Concernant son prénom, il était courant à l'époque, ça l'est toujours dans certaines familles, dans certains milieux, dans certaines cultures, de se faire appeler par son second prénom. C'est ainsi que Joséphine Baker est Joséphine Baker. Elle émigre très jeune en France, poussée par un désir de fuir la ségrégation et le racisme états-unien. À l'époque, dans les années 20, Paris semble être un Eldorado du métissage. De très nombreux artistes du monde entier se retrouvent dans la ville lumière, qui est alors la capitale de la création artistique et où chaque différence culturelle est valorisée. Alors certes, avec un côté exotique, qui est peut-être une forme de racisme, mais dans ce milieu-là, il n'y a pas de discrimination fondée là-dessus, dans ce milieu artistique et bourgeois. Elle le vit comme une véritable libération, elle qui a été témoin des démonstrations du Ku Klux Klan dans son Missouri natal, mais aussi des violences et des injustices banalisées, institutionnalisées, dans le reste des États-Unis. Elle est donc embauchée comme danseuse au sein de la Revue Nègre. Bien consciente de l'aspect raciste de la démarche, qui cherche à mettre en scène une image de bon sauvage et une espèce de culture noire, primordiale, imaginaire, elle se prête tout de même au jeu pour acquérir une liberté artistique et ne plus jamais sortir du feu des projecteurs. Ainsi, elle va enchaîner les tournées dans toute l'Europe avec divers spectacles, et avec toujours plus de liberté artistique, sa voix va compter de plus en plus dans les créations. Elle va apparaître au cinéma et enregistrer des disques. On pense notamment à son succès J'ai deux amours, écrit par le parolier d'opérette très à la mode à l'époque, le grand Vincent Scotto, ami marseillais bonsoir. Femme libre et indépendante, elle s'éprendra de son manager, Giuseppe Pepito Abatino, qui n'est pas étranger à son succès de grande ampleur parce qu'il va vraiment réfléchir à son image de marque, créer des produits dérivés, etc., comme le font les stars aujourd'hui, mais très peu à l'époque. Elle épousera Jean Lion, un industriel, en 1937. Ils divorceront en 40, mais resteront amis. On prête aussi de très nombreuses conquêtes féminines à Joséphine, mais aucune n'est réellement avérée, hormis une relation avec Colette. Et cela nous porte surtout à réfléchir aux besoins de sexualisation de l'image des femmes indépendantes, encore plus si elles sont artistes, et encore plus si elles sont de couleur. Et la guerre arrive, nous sommes en 1939, et c'est là qu'elle devient la combattante de la France libre dont je vous parlais tout à l'heure. Et dès 1939, elle est recrutée par les services secrets français pour mettre à profit son image de vedette et les libertés qui vont avec, au profit donc du renseignement français. Puisque, en tant que femme artiste noire, personne ne lui suppose une quelconque intelligence, ni un quelconque engagement politique, comme quoi le racisme, parfois, ça a du bon. Et c'est ainsi qu'elle pourra mettre la main sur un très grand nombre d'informations sensibles, puisque elle est invitée à un grand nombre de soirées mondaines, d'événements de ce genre-là, où les gens parlent très librement devant elle, la pensant donc stupide. De la même manière et pour les mêmes raisons, elle est assez insoupçonnable et personne ne la fouille trop minutieusement lors des passages de frontières et de lignes de démarcation, ce qui lui permet du coup de faire passer facilement les informations qu'elle a collectées. Son domicile, un château en Dordogne, pas très loin de la ligne de démarcation, devient un lieu de cache temporaire de nombreux résistants, combattants étrangers, etc. En 1941, elle se lance dans une très grande tournée de concerts caritatifs à travers les colonies françaises pour lever des fonds au profit de la résistance. Même malade, car elle subira une très grave opération au Maroc, elle continuera ses activités depuis son lit d'hôpital. Elle deviendra finalement en quelque sorte une sorte de diplomate où elle fait la médiation entre le général de Gaulle et les autorités de la France libre et les autorités britanniques et états-uniennes qui peinent encore à reconnaître de Gaulle comme un gouvernement français en exil. Elle deviendra ensuite pilote des forces françaises libres,
à l'instar de Saint-Exupéry de notre ami Romain Gary, et ça c'est juste génial. Et pour l'ensemble de ses faits de guerre, elle recevra la médaille de la Résistance, la Croix de guerre, et deviendra chevalier de la Légion d'honneur. Après-guerre, elle reprend sa carrière et ses tournées internationales, de manière finalement logique, banale, comme si cela avait été une parenthèse finalement. Sa relation avec les États-Unis d'Amérique va se complexifier encore. Elle est relativement inconnue là-bas, et se trouve confrontée à diverses oppositions. D'une part, l'Amérique blanche et macartiste la considère comme une noire communiste, ce qui est pas génial comme idée. Et d'autre part, une partie de l'opinion afro-américaine la considère comme une traîtresse qui ne s'engage pas suffisamment pour leur cause et qui est devenue peut-être trop française pour comprendre leur réalité. Elle participera cependant à la marche sur Washington et sera une des 2 femmes à prendre la parole ce jour-là aux côtés de Martin Luther King. Dans son uniforme de l'aviation française avec tous ses galons, elle souhaite être le symbole de ce qu'un pays sans ségrégation peut apporter comme liberté. Oui, une femme noire peut être reconnue pour sa valeur, non seulement artistique, mais aussi militaire, son engagement de l'autre côté de l'Atlantique. Parallèlement, elle a épousé Joe Bouillon en 1947, avec qui elle adoptera 12 enfants, de toutes origines, voulant créer une tribu arc-en-ciel pour prouver que les discriminations sont le fruit de l'éducation et non de la nature. J'aimerais ici poser un bémol. Sa lutte pour un monde sans discrimination de couleur de peau, de sexe et de religion s'arrête malheureusement à ces sujets-ci. En effet, elle chassera l'un de ses fils, Jari, car il est homosexuel et qu'elle craint qu'il ne contamine ses frères. Dilapidant sa fortune dans l'entretien de son château, de sa famille très nombreuse, et dans divers projets pharaoniques de lutte contre les discriminations, elle se retrouve sans le sou à la fin des années 60. Elle est alors aidée par la famille de Monaco et elle va continuer sa carrière et retrouver une certaine stabilité financière, mais un train de vie qu'on va dire beaucoup plus modeste, jusqu'à son décès le 12 avril 1975 à Paris, suite à une attaque cérébrale. Elle avait 68 ans. Elle entre au Panthéon en 2021 en tant qu'artiste résistante, féministe et militante antiraciste. Salut Marie, salut à toutes et à tous. Ce qui m'a frappé au premier regard dans le thème tarologique de Joséphine Baker, c'est que le thème de l'identité et de la transformation y est central, car on trouve l'arcane son nom en maison 13, son cœur de blason. Couplé à sa maison 6, celle de ses qualités, où figure l'ermite, on peut imaginer un besoin perpétuel de se remettre en question pour coller au plus près de ses désirs et de ce qui l'a fait avancer dans la vie. En l'occurrence, si on regarde son parcours, elle affirme une forme de revanche sociale. L'ermite nous parle également de ses valeurs humanistes qu'elle manifestera grâce à son pape en maison 5, celle des expériences répétées. Mais nous en reparlerons en conclusion. Joséphine Baker est perçue par son entourage comme une impératrice, comme le suggère sa maison 1. Nous avons donc affaire à une personnalité très expressive et séductrice, mais également une femme forte au caractère bien trempé. Un caractère bien trempé qui lui sert en soutenant la cause de son émancipation, comme d'ailleurs elle incarne celle de l'émancipation féminine de manière plus générale. Entre l'impératrice en maison 1 et son soleil en maison 9, on retrouve sa capacité à rayonner. On comprend pourquoi elle devient une muse pour bien des artistes qu'elle a rencontrés. N'oublions pas qu'elle a fréquenté des adeptes du cubisme, du surréalisme et du fauvisme, si je n'oublie pas, et participé au mouvement Harlem Renaissance, dont le but, pendant l'entre-deux-guerres, est de promouvoir par les arts et la littérature en particulier l'émancipation des Noirs américains confrontés à la ségrégation raciale et aussi le renouveau de la culture afro-américaine. On retrouve également l'impératrice dans sa maison 10, celle des échecs et expériences. Dans cette configuration qui est moins positive, elle forme, comme pour Nina Simone d'ailleurs, un miroir avec sa maison 9. On peut supposer que Joséphine Baker aime être le centre de l'attention avec un besoin de reconnaissance pour ses actes ou son œuvre d'ailleurs. Son engagement dans son art ou pour des causes est sincère, mais son ego et la perception de sa valeur ont besoin d'être nourris. Intérieurement, Joséphine Baker se définit davantage au travers de sa maison 3, avec la maison Dieu. À l'image de cet arcane majeur, elle aime faire la fête, célébrer, et on peut supposer qu'elle réserve parfois un caractère ombrageux, plus ombrageux, dans un cadre privé. Mais avant tout, cet arcane nous parle de son désir d'élévation, au-dessus de sa condition sociale évidemment, mais pas que.
Il y a, chez Joséphine Baker, un besoin permanent de sublimation. Cela passera aussi par le choix des gens qui l'entourent. À ce sujet, l'amoureux, dans sa maison 2, nous rappelle son besoin de s'engager au service d'une cause ou d'une communauté. Elle le fera en tant que résistante, supportrice de la cause féministe ou des droits civiques. Mais l'amoureux est également caractéristique d'un besoin très affirmé de faire preuve de son libre arbitre. Dans le domaine amoureux, il nous évoque également sa recherche du partenaire de vie idéal et des thématiques de la triangulation amoureuse. Elle a quand même eu 5 maris, de nombreux amants ou amantes. De plus, son amoureux résonne de manière particulière dans son thème, en formant à la fois ce que l'on appelle un trou noir avec la force en maison 11 et un miroir avec sa maison 3, celle qui reflète sa personnalité intérieure donc, et sa maison 4, siège de la mission existentielle. Chez Joséphine Baker, il y a donc un conflit amour-sexualité et je ne pense pas me tromper en supposant qu'elle vivait uniquement des amours-passions avec une dimension sexuelle importante. En fait, dès que la flamme retombe, au suivant ou à la suivante. En soutien de cette hypothèse, la roue de fortune en position de défi en maison 7 nous suggère que Madame Baker avait un petit problème avec la routine. Parlons maintenant de sa maison 4, celle de la mission existentielle, qui reflète souvent le domaine professionnel dans lequel on se réalise. On y retrouve de nouveau la maison Dieu. Cela nous indique une propension à se réaliser dans un milieu festif, je ne vous fais pas le dessin, ou à être la trublionne de service, celle qui fait bouger les lignes par la provocation. Quitte à accepter parfois des postures un petit peu ambiguës qui lui vaudront à la fois les louanges de quelques-uns et les critiques d'autres. Marie, tu nous as déjà fait part de la polémique sur la légitimité de son engagement pour les mouvements des droits civiques, du fait de ses premiers pas en music-hall, dans la revue Nègre, seins nus, vêtus d'un simple pagne puis d'une ceinture de badagne. Si on parle de ce qui a forgé Joséphine Baker dans son héritage culturel et familial, on peut se référer à sa maison 11 avec l'arcane de la force. Très jeune, elle est forcée de travailler pour contribuer aux ressources de sa famille. Elle réalise donc tôt toutes les capacités et les ressources énormes dont elle dispose, et qu'en fait elle est destinée à s'accomplir bien au-delà des limitations et des conditionnements familiaux. Elle n'aura de cesse par la suite de chercher des partenaires de vie qui l'accompagnent sur ce chemin, et un statut professionnel ou des engagements où elle se fera respecter. Ce qui est admirable d'ailleurs, c'est son alignement. Comme le suggère sa maison 12, qui nous parle des valeurs que Joséphine Baker souhaite léguer au monde et à son âme, « She walks the talk ». Comme disent les Américains, elle n'est pas un simple chantre, elle vit ses valeurs humanistes de manière concrète. Elle les met en œuvre dans le monde. Cette maison nous parle aussi d'un besoin d'abondance matérielle, chose qu'elle arrivera à peu près à réaliser jusqu'au milieu des années 60. Mais son empereur forme un trou noir avec son arcane sans nom, son cœur de blason. C'est le signe d'un conflit construction-destruction. De ce fait, on peut se demander si notre Joséphine ne ferait pas un petit peu d'auto-sabotage dans le domaine matériel. Par manque de vigilance sur ce domaine, elle finira sa vie avec un certain manque financier. Il y aurait encore 1000 choses à dire à propos de Joséphine Baker, tant son thème est riche et complexe. Personnellement, ce que j'aime en retenir, c'est l'énergie qui se crée entre le pape en maison 5 et l'arcane sans nom en cœur de blason. Pour moi, Joséphine a décidé très tôt qu'elle serait profondément et authentiquement elle-même. Avec courage et détermination, elle n'aura laissé personne lui barrer la route de la réalisation de ses aspirations, tant personnelles que collectives. Je comprends mieux à présent pourquoi elle a trouvé une place au Panthéon. Ça vous a plu ? Vous avez des questions? Dites-le en commentaire. Et pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description.